Alors messieurs, peut-être une première question pour peut-être lancer la discussion, et puis après on verra en fonction de ce qui se dira. Bon, comme je le disais, COP24, transition climatique, la Compagnie nationale du Rhône est un des acteurs justement de l'énergie, nous allons voir que pas que. Donc monsieur Storck, comment justement est-ce que vous appréhendez à la CNR les enjeux de notre société que je viens de citer rapidement, et quelles réponses éventuellement vous y apportez? Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, CNR est le premier producteur français d'électricité exclusivement renouvelable. C'est également un aménageur historique des territoires, puisque nous avons aménagé le Rhône à partir de l'après-guerre. Et donc c'est tout naturellement pour nous qu'on se projette vers 2050 dans le cadre du développement des énergies renouvelables, donc notamment l'éolien et le solaire. Et nous souhaitons être l'un des acteurs de cette transition énergétique et écologique pour laquelle une nouvelle feuille de route, la programmation pluriannuelle de l'énergie, a été révélée la semaine dernière. Donc c'est à la fois en tant qu'énergéticien, mais également en tant qu'aménageur des territoires. Et quelque part, cette nuance est assez importante parce qu'on a effectivement un rôle d'accompagner ces territoires qui désirent aussi cette transition énergétique, de les accompagner dans leur innovation, dans leurs investissements. Alors merci. Justement, cette logique d'accompagnement, c'est un des points, comme nous avons échangé pour préparer cette matinée, que chacun, vous m'avez dit que c'est un élément important justement de vos métiers respectifs, la notion d'accompagnement. Alors Monsieur Taral peut-être, mutualiste, la Carac, cette notion d'accompagnement, ça fait partie de l'ADN, me semble-t-il, de votre mutuelle? Oui, tout à fait. La Carac est une mutuelle très ancienne, puisqu'elle va fêter ses 95 ans l'année prochaine. C'est une mutuelle qui a été créée en 1924 par les anciens combattants à l'origine et pour les anciens combattants, donc pour préserver leurs intérêts, leur permettre de constituer une retraite. C'est donc une mutuelle qui a un engagement très ancien de ce point de vue-là, et qui a toujours, et c'est dans son histoire, sa façon de procéder, parce que les mutuelles d'origine qui ont constitué la Carac d'aujourd'hui étaient des mutuelles, il y en avait 72 à travers la France, et elles étaient animées par les anciens combattants eux-mêmes, des différentes générations, qui donc allaient les uns chez les autres, faisaient souscrire des contrats, accompagnaient leurs camarades, si vous voulez, donc, et ce sens de l'accompagnement, on l'a donc inscrit effectivement dans notre histoire et dans notre ADN. D'accord, donc de son accompagnement, messieurs, chez Biomério, peut-être, bon, le Lyon, on imagine que forcément vous accompagnez au quotidien des étudiants, ce serait intéressant de nous dire comment. Peut-être. Nous, cet accompagnement, on le perçoit sur deux plans, je dirais, évidemment sur le plan médical, mais aussi sur le plan de nos employés, tout simplement de nos collaborateurs. Sur le plan médical, on s'attend à avoir des modifications assez majeures, notamment un des problèmes qui se posent à horizon 2050, c'est la résistance aux antibiotiques. Et Biomério est l'acteur mondial, je dirais, au premier rang de cette lutte contre la résistance aux antibiotiques. Et puis évidemment, on se pose la question de comment accompagner nos collaborateurs dans ces évolutions, avec des générations qui changent. J'imagine qu'on en parlera sûrement avec le M Lyon également, mais les nouvelles générations n'attendent pas les mêmes règles de management que les générations précédentes. Et puis, je dirais que je pense que l'une des chances que l'on a, c'est d'avoir des racines qui sont profondément humanistes et qui s'inscrivent finalement très bien dans cette responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise qui est ancrée dans les valeurs de Biomério depuis des années et qui commence à devenir le sujet principal économique, que ce soit pour les investisseurs ou pour les collaborateurs. Monsieur Pic. Alors très rapidement, donc, nous sommes une business school à la fois territoriale et mondiale, on a 5 campus et un 6e dans le monde qui va bientôt ouvrir. Donc évidemment on est sur un enjeu clé qui est celui de l'éducation, pas les seuls, modestement à notre niveau et avec nos populations d'apprenants. On parle vraiment d'apprenants maintenant puisqu'on essaye de ne plus séparer formation initiale et formation continue. On croit beaucoup qu'on va apprendre tout au long de la vie et donc mettre en place de nouveaux dispositifs qui permettent cet apprentissage. Alors nous, quitte à vous surprendre, on a supprimé le mot accompagnement en fait, de nos vocabulaires. On n'accompagne plus. Accompagner, c'est prendre quelqu'un, l'amener par la main et à une situation B ou à un point B qui est bien connu. Nous, on pense qu'il faut aujourd'hui aider les individus à se préparer et à se transformer. Donc on est passé de l'école d'une logique de formation, c'est-à-dire une transmission plutôt top-down d'un savoir qui est en général très, très obsolète rapidement, à une logique de transformation, créer les contextes pour que des individus tout au long de leur vie
puissent s'adapter, se préparer, réagir, se remettre en cause, etc. Donc c'est une rupture totale en fait de notre modèle éducatif sur lequel on travaille depuis déjà quelques années. Effectivement, ce changement de paradigme, on va beaucoup revenir, je pense, dans cette matinée. Alors, justement, une question, quand on se met dans une logique d'anticipation et qu'on se confronte à l'inconnu, donc on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait? On ne sait pas où on va, mais il faut quand même y aller, donc comment on fait? Oui, Monsieur Pic, je veux bien commencer parce que c'est la transition. Je prends un exemple de nos étudiants qui sortent d'un très très beau parcours scolaire, école préparatoire notamment. On va commencer en fait par les déstructurer ou les désorienter, on aime bien ces termes. Ils ont toujours appris, et c'est très bien, c'est une grande qualité à avoir un parcours devant eux, un emploi du temps, une ligne droite tracée. Donc on va passer une première année à les aider à désapprendre quelque part, à remettre en cause, à se remettre en cause, à questionner leurs acquis, à lâcher leurs a priori, pour pouvoir justement se remettre en terrain d'apprentissage de nouvelles postures et de nouvelles pratiques. Donc on a une signature qui vaut ce qu'il vaut, mais qui s'appelle Learn, Unlearn, Relearn. On pense qu'aujourd'hui la capacité à apprendre et à réapprendre en permanence va être une des compétences clés, notamment par rapport à un monde futur qu'on ne connaît pas. Donc on a tout un processus pédagogique de désapprentissage, déstructuration. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on a acquis, mais effectivement on se remet en cause et on se questionne. On change de modèle mental. Alors Monsieur Storch, je voyais que vous acquiesciez, ça vous évoque quelque chose, j'imagine? Oui, parce que finalement on aurait pu rester le gestionnaire d'un long fleuve tranquille, le Rhône. Et finalement, en 2007, on a pris la décision de s'intéresser à la production de l'éolien et du solaire et à leur développement, en se disant qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec la gestion du Rhône, parce que ce sont des énergies qui sont d'origine météorologique, qui sont fatales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les stocker, il n'y a pas de réservoir sur le Rhône, contrairement aux aménagements de haute chute des Alpes et des Pyrénées. Et donc, on s'est lancé en espérant qu'effectivement, on avait raison. Et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout cette évolution stratégique, parce qu'on constate qu'avec le réchauffement climatique, on attend plutôt une baisse de productible dans le Rhône. Donc c'est, d'après les différents experts, entre 15 et 40% d'eau en moins d'ici 2050, donc ça va très vite. Et de développer du solaire et de l'éolien, c'est une façon de compenser en partie cette baisse, parce que quand il n'y a pas d'eau, on a plus de chances d'avoir du soleil ou du vent, et donc quelque part, il faut vraiment viser un mix d'énergie renouvelable pour arriver à une meilleure prévisibilité, à une meilleure, on va dire, synergie entre ces différentes énergies. Donc il y a ça, c'est le développement de nouvelles formes d'énergie renouvelable à partir de compétences fortes, j'y reviendrai, mais c'est également accompagner cette transition énergétique, qui est une question de territoire, comme je disais tout à l'heure, parce que ce sont des énergies qui sont locales. L'eau, on la puise à un certain endroit dans le Rhône. Quand on développe un parc éolien, c'est également une question d'un territoire, pareil pour le solaire. Et on voit que, au fur et à mesure que les années passent, ces territoires souhaitent s'approprier ces questions de gestion énergétique. Les collectivités redécouvrent pour la plupart qu'elles sont maîtres d'ouvrage, qu'elles possèdent les réseaux électriques, et elles ont envie effectivement de contribuer, que ce soit les métropoles, que ce soit les territoires ruraux, à ce développement-là. Et ça développe finalement tout un tas d'opportunités de travailler de manière très différente, non plus comme un acteur centralisé, mais comme un acteur qui va aider finalement la production diffuse à se développer. Monsieur Morgeau, alors comment on anticipe justement chez Biomerrieux, sur quoi on anticipe, puisque j'imagine que vous regardez à l'échelle du monde pour anticiper. Exactement. Pour nous, les transitions, elles vont être de différents ordres, géographiques tout d'abord. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié de la population mondiale en Asie-Pacifique. Chez Biomerrieux, ça ne représente encore que 17% de notre chiffre d'affaires. Donc évidemment, on se prépare à avoir une croissance forte dans cette zone, avec des besoins de santé, notamment liés aux maladies infectieuses, qui sont les spécialités de Biomerrieux, qui sont extrêmement fortes. Donc une transition géographique, évidemment, des transitions technologiques aussi. Je pense qu'on réabordera sous différents angles, mais la donnée, l'intelligence artificielle, la capacité à traiter de grandes masses de données, pour nous plus spécifiquement le séquençage, donc le séquençage de l'ADN, sont des technologies qui peuvent révolutionner la façon dont on va faire le diagnostic de ces maladies infectieuses. Donc il faut prendre en considération ces différents éléments. Et puis je dirais qu'en toile de fond de tout cela, il y a évidemment une transition climatique qui peut amener aussi des changements assez majeurs, notamment en termes de maladies et où les maladies sont présentes.
Cette année, on a vu l'émergence du virus West Nile dans le sud de la France. C'est plutôt un virus que l'on trouve d'habitude en Afrique du Nord. Il faut s'attendre à ce type d'évolution, donc soit la migration de certains virus, soit l'émergence de nouveaux pathogènes, qu'ils soient bactériens ou viraux. Mais alors, du coup, question, est-ce que c'est lié justement à la transition climatique, au réchauffement climatique? Juste une question, on en parlait. Il faut savoir notamment qu'on parle beaucoup de la fonte des glaces, mais il y a également le permafrost. C'est une couche en fait qui est située vers le cercle arctique, qui est, comme son nom l'indique, gelée de manière permanente. Et en fait, sa fonte fait renaître des germes, des maladies qui étaient congelées dans la glace et qui existaient il y a peut-être 30 000 ans. Jusqu'à présent, de ce que j'en ai lu, elles sont bénignes, enfin dans le sens que ces maladies ne sont pas mortelles pour l'homme, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans le futur ce soit le cas, une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas? Tout à fait. Les nouvelles maladies sont un des risques associés à la transition climatique, soit par l'émergence de ces bactéries, enfin de ces micro-organismes qui ne sont pas forcément pathogènes, mais l'une des caractéristiques des bactéries, c'est de pouvoir muter, et de pouvoir muter relativement rapidement, et notamment quand on les change d'environnement. Donc il y a un risque associé à l'émergence soit de nouveaux facteurs de virulence, soit de nouveaux facteurs de résistance. Donc vous êtes une sorte de gardien précieux pour l'humanité, au moins à ce niveau-là. On essaye en tout cas de suivre ce qui se passe et on a des équipes dédiées sur ces questions-là. Et on vous en remercie d'ailleurs. Alors peut-être juste pour continuer sur cette logique d'anticipation, Monsieur Taral, dans une mutuelle, l'anticipation c'est là aussi quelque chose d'indispensable, j'imagine, une pratique que vous avez depuis toujours, mais comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est pas tellement dans la mutuelle, c'est parce que dans la mutualité, mais c'est parce que nous sommes, après tout en étant une vraie mutuelle, nous sommes un organisme financier avant tout, c'est-à-dire que nous intervenons aussi sur les marchés, donc en particulier. Donc c'est notre vrai métier derrière tout ça, c'est la gestion d'actifs, en réalité, tout en ayant effectivement un comportement mutualiste. Alors pour nous, les enjeux, ils sont un peu différents, si vous voulez. Nous avons bien sûr pris le bateau de la digitalisation, c'est sûr, dans la mesure où c'est effectivement la digitalisation permet d'accélérer le changement, permet d'accélérer aussi les relations. Mais si elle est suffisante, si elle est nécessaire, elle ne paraît pas forcément suffisante, la digitalisation. Donc, dans notre esprit à nous, la génération à venir, ou tout au moins les décennies à venir, seront certainement des décennies solidaires. C'est-à-dire que, vous vous souvenez que Malraux avait dit que le 21e siècle serait religieux ou ne serait pas. Moi, je pense personnellement que la décennie à venir, elle sera une décennie de partage, de solidarité ou pas. Donc, elle ne le sera pas. Et ça me paraît être un contrepoint nécessaire. Et pour faire ça, finalement, nous nous appuyons, nous, sur deux choses. D'abord, comment dirais-je, l'esprit mutualiste auquel on croit beaucoup, et le comportement mutualiste dans le sens de la démocratie et du fait que chacun d'entre nous, chacun de nos adhérents a son mot à dire. Et puis surtout sur les valeurs que nous ont transmises nos fondateurs, qui sont des valeurs de solidarité, bien sûr, mais aussi de sens de l'engagement, de sens du devoir. C'est les poilus de 14, aujourd'hui, vous le savez tous, c'est effectivement ce qu'ils ont transmis aux générations suivantes, et c'est ce qui nous anime aussi. Les autres enjeux à plus court terme que nous avons, mais qui sont très importants, c'est la transformation de la société française aussi, avec en particulier, vous le savez tous, les bouleversements qui se préparent en termes de retraite, et plus généralement de protection sociale. Vous savez qu'on est vraiment à l'aube d'une transformation très importante, en vue d'une rationalisation, puisque c'est ainsi que le veut, en tout cas, le gouvernement actuel. Et puis un autre enjeu pour nous aussi, c'est dans les années qui viennent, c'est le vieillissement inéluctable des populations ouest-européennes. C'est très important pour nous qui faisons effectivement du long terme, de l'épargne, du complément de ressources, de la rente, de la retraite. Pour nous, c'est très important comme enjeu, comme connaissance à avoir. Donc, mais il est très difficile de se projeter à un horizon 2050 pour un organisme comme nous, qui aurait prédit il y a quelques années que les taux obligataires seraient aussi bas qu'ils le sont aujourd'hui. Personne. Donc je crois qu'il y a effectivement... Nous appuyons, nous, sur des valeurs, un comportement, parce que ça nous paraît être une base solide, sur laquelle après, on pourra toujours s'appuyer et rebondir pour essayer non pas d'anticiper, mais essayer de faire en sorte de nous adapter. Je crois que c'est ça le mot-clé. D'accord, alors juste pour finir sur cette logique d'anticipation, pour se projeter, de ce que j'entends dans vos discours, il y a beaucoup le fait d'apprendre un peu du passé, pour justement, d'apprendre de nos erreurs éventuellement, pour justement mieux préparer l'avenir. C'est le cas, et jusqu'où est-ce qu'on peut préparer cet avenir? 2050, vous me dites que c'est trop, on peut voir jusqu'à quand? 2030 à peu près?
Oui, probablement. Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, de toute façon, on fait un pari sur l'avenir en faisant des placements, en gérant des actifs, on fait un pari sur l'avenir sur le long terme. Mais disons que ce qui est surtout notre métier consiste surtout à mettre de côté des provisions qui nous permettent de tenir nos engagements, quelles que soient les évolutions finalement. Et c'est ça qui est important. En fait, nos adhérents ont la garantie qu'ils toucheront à un moment donné leur retraite ou leur épargne dans les meilleures conditions possibles. C'est ça un peu, il n'y a pas de secret si vous voulez. D'accord. Monsieur Storck, je veux que vous réagissiez. Oui, alors on voit que même pour l'énergie, se projeter à 2050, c'est loin. On voit avec la nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie qui est apparue la semaine dernière qu'il y a déjà des remises en cause par rapport à ce qui avait été fait lors de la précédente édition. Donc il y a toujours cet objectif, par exemple, de descendre à 50% de part de nucléaire dans le mix énergétique, mais on se donne 10 ans de plus. Donc on voit qu'à l'échelle de 5 ans, finalement, ce qu'on est capable de prendre comme engagement peut être rapidement mis en cause. Alors ça, pour tout un tas de raisons, notamment l'évolution du coût de ces énergies, l'évolution du prix des technologies. En tout cas, la cible reste la même. 2050, ce qui a été dit dans la PPE 2018, c'est qu'on devrait être à zéro production carbone. Donc ça, c'est un objectif qui paraît compliqué à atteindre. On a encore un peu de temps, on a encore 30 ans, mais ça veut dire que d'ici là, il n'y aura plus de charbon, ça c'est déjà 2022, mais ça veut dire aussi qu'il faudra que le gaz soit renouvelable, donc soit issu de biométhane, soit produit à partir d'excédents d'électricité renouvelable. On transforme ça en gaz et puis on stocke dans le réseau de gaz. Donc c'est quelque chose de très structurant. Et la difficulté, c'est qu'il faut viser à la fois le long terme et puis être prudent sur le court terme. On voit bien avec ce qui se passe en ce moment, il faut combiner les deux, parce que sinon, économiquement, les choses deviennent vite impossibles, en tout cas elles le paraissent. On voit que le prix de l'électricité, à partir de 2019, pour les particuliers, va de nouveau augmenter, parce qu'il faut couvrir les coûts d'EDF, il faut s'adapter aussi en partie au prix de marché, même si elle est historiquement peu chère, puisque finalement, par rapport à l'époque où on a développé le nucléaire en France, on a l'électricité pour les personnes, les entreprises, c'est pas tout à fait vrai, mais qui est encore beaucoup moins cher aujourd'hui, même si l'effort de développement dans les énergies renouvelables a tendance à faire remonter ce prix-là. Donc c'est vraiment une adéquation entre une visée de long terme, qui correspond à des enjeux d'indépendance énergétique, d'équilibre de la balance commerciale, et puis des enjeux à plus court terme, où il faut faire un monitoring fin, parce qu'il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui le sont moins. Et donc c'est ce qui est compliqué finalement dans ce travail de scénario dans lequel on s'inscrit. Donc de notre côté, en tant que développeur, finalement on voit qu'on reste sur une tendance qui est très volontariste. L'idée c'est effectivement d'ici 2035 de multiplier l'éolien par 3, le solaire par 5. Le véhicule électrique, pour prendre un autre exemple, il y en a 500 000 en France aujourd'hui. L'objectif est d'arriver à 4,8 millions d'ici 2035, même 2028, la fin de la PPE. Donc ce sont des objectifs très ambitieux, ça donne un cap pour les industriels, ça donne un cap pour les investisseurs, mais on voit que sur le parcours, pour atteindre cet objectif, il y aura encore des trajectoires possibles, risquent d'être un peu compliquées. C'est ça, en fait, on a un cap, on ne sait pas vraiment comment on va y aller, mais jour après jour, étape par étape, pas après pas, on construit justement pour atteindre ce cap. Alors justement, peut-être une question pour toujours se projeter. En 2050, du coup, plus de charbon, plus de nucléaire, les voitures rouleront gaz naturel de ville, hydrogène? Alors il restera du nucléaire, 50%. Par contre, en fait, en France, on a un mix électrique qui est relativement peu carboné. On a la chance, effectivement, d'avoir un nucléaire historique qui n'est pas très cher. Alors, je parle de l'ancienne génération, les EPR, c'est autre chose. Donc, on a cette chance-là qui peut faciliter notre propre transition. Mais la transition écologique, elle va se faire surtout via les transports. Puisque finalement, le transport, c'est plus de 30% des émissions. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Donc le véhicule électrique, l'électrification des véhicules en général, ça va être une manière de contribuer fortement à la baisse des émissions. Et puis il y aura aussi des véhicules au gaz. Alors on reste sur une combustion, donc toujours quelque part des particules, même si elles seront en nombre beaucoup plus faible. Mais c'est vraiment un mix de solutions entre des véhicules électriques à batterie, des véhicules à hydrogène pour une autonomie plus grande et un temps de remplissage similaire à celui des véhicules thermiques. Et puis il y aura également des véhicules au gaz, ou des bateaux au gaz, des avions au gaz. L'intérêt, c'est que ce gaz, on peut le produire en France de manière renouvelable, en captant du CO2,
alors soit sur des cheminées, soit auprès d'industriels, et en le mixant avec de l'hydrogène qui va être produit à partir d'électricité renouvelable en excédent, parce que quand on développe de l'éolien, du solaire, à force, il y a de plus en plus de moments dans l'année où il n'y a pas de consommation en face, et c'est là qu'il va falloir faire du stockage. Et donc en stockant cet hydrogène, on arrive à électrifier encore davantage de véhicules, et surtout à produire du gaz renouvelable. Aujourd'hui, il faut savoir que la majeure partie du gaz est achetée à l'étranger, ce qui pose des problèmes de balance commerciale. On peut le produire sur le territoire parce qu'on a une capacité de stockage qui est gigantesque par rapport à la capacité de stockage du réseau électrique. Donc c'est vraiment un ensemble de solutions qui sont en cours de développement, et les perspectives qui sont tracées dans la PPE va permettre aux industriels effectivement de s'engager davantage pour accélérer ce mouvement. Justement, il y a une logique d'optimisation derrière tout ça, de planification intelligente, et un outil qui a été évoqué, notamment, c'est le numérique, le digital, l'intelligence artificielle, les data. Comment, alors, tout le monde connaît, je pense, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez au quotidien dans vos téléphones portables, par exemple Siri sur iPhone, quand vous lui parlez, c'est une intelligence artificielle, le marketing prédictif, et j'en passe, parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière. Comment est-ce que dans vos pratiques, justement, vous utilisez, vous êtes 4 acteurs différents, mais qui utilisent l'intelligence artificielle, le big data, le numérique, comment est-ce que ça se passe, justement? Peut-être Monsieur Pic? C'est ce qui va peut-être le moins logique. Deux façons pour nous d'aborder ces transformations technologiques. La première, c'est la transformation des contenus de nos cours dans l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit notre futur métier, on parle d'ailleurs même plus de métier, mais activité, j'allais dire, on ne peut ignorer effectivement l'émergence des big data, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de l'ensemble de ces technologies. Donc notre devoir est de former des étudiants qui parfois viennent avec une vision un peu romantique de l'activité dans des secteurs qui les font rêver ou dans des matières qui les intéressent, le marketing, etc., la finance. En fait, on les fait tous passer par un parcours techno, scientifique techno, même si évidemment ils ont vocation à être des ingénieurs, avec des cours de coding, des cours d'intelligence artificielle, des cours sur la robotique, et même des activités. On a des Fab Labs dans le campus où ils vont toucher, où ils vont créer, où ils vont vraiment construire des prototypes. Donc l'IoT concrètement c'est des robots qui vont construire, ils construisent des imprimantes 3D, donc on les forme en fait à vraiment la logique de maker, d'être des acteurs qui touchent et qui comprennent ces données-là. Ils travaillent beaucoup avec des écoles d'ingénieurs aussi, donc on ouvre nos formations à des publics mixtes. Mais derrière cette technologie-là, ce qui nous intéresse surtout dans ces cours, c'est la notion de discernement. Par exemple, sur le digital, nos étudiants sont plutôt agiles avec Facebook, Twitter, etc., mais finalement, ils ont encore un mal fou à trier l'information, à qualifier cette information, et donc à avoir une approche vraiment professionnelle de l'utilisation du digital. Donc nous, on les forme derrière les outils, à la réflexion, au discernement, au questionnement, à la sérendipité, toutes ces nouvelles compétences qui sont liées aussi aux data. Donc ça, c'est la première utilisation, c'est l'introduction massive de dimensions technologiques et scientifiques dans nos enseignements, avec des logiques de plus en plus expérientielles, pas simplement comprendre et apprendre, mais aussi faire et voir un petit peu l'impact de ce qu'on fait. Deuxième champ d'application, c'est dans nos propres procédés et démarches pédagogiques. Donc on a tous entendu parler de ce professeur aux États-Unis qui était en fait une intelligence artificielle, et pendant 6 mois, les étudiants n'ont pas su, c'était pas un vrai professeur. Donc on voit bien effectivement qu'on peut avoir une introduction massive de ces technologies dans nos process. Donc nous on est en train de travailler sur un projet qui est sur la base de Big Data, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable de recueillir les parcours d'apprentissage des participants, jeunes ou moins jeunes, peu importe, combien de temps sur tel sujet, quelles difficultés, à quel moment dans mon parcours, donc de connecter ces données-là et de renvoyer des recommandations à des individus pour pouvoir accentuer tel ou tel aspect ou telle matière. Donc on est dans un système que nous on appelle le OS des compétences, qui est d'abord de savoir d'où on part, donc comment est-ce qu'on peut faire un profiling des compétences acquises, y compris une validation d'expérience, bien évidemment. Commencer à réfléchir à comment je me projette, alors non plus dans des métiers, mais dans un monde de l'employabilité qui va évoluer, qui va être sûrement multi-employeur, multi-activité, très versatile, très changeant. Donc comment je peux quand même, et je dois quand même, me projeter vers un projet personnel et professionnel, et comment on va travailler sur des parcours, d'où l'idée du OS, qui vont évidemment changer, alors non pas en fonction des encombrements, mais en fonction de la réalité de mon apprentissage, des compétences que je développe. Donc c'est une logique complètement différente et très effectivement technologique, ce qui n'empêche pas à un moment ou à un autre d'avoir évidemment en face de nous des êtres humains pour pouvoir discuter, questionner, prendre du recul. On travaille beaucoup sur le retour d'expérience. C'est bien beau de vivre des projets et des situations expérientielles, mais comment on réfléchit sur ces projets, comment on apprend à débriefer, à revenir sur son expérience.
expérience, à comprendre ce que j'ai appris de telle ou telle situation. Et là, à un moment ou à un autre, l'humain est indispensable. Donc une expression que j'aime bien qui est le high-tech, mais aussi le high-touch. Comment l'un va au service de l'autre et comment les deux dimensions techniques et humaines s'enrichissent. Je rebondis sur ce côté parce qu'il y a une dimension intéressante, c'est le côté, grâce aux data notamment numériques, c'est le côté personnalisation dans l'accompagnement, mais j'ai compris que vous n'aimiez pas ce terme. Et c'est intéressant parce que là aussi c'est un changement de paradigme, puisqu'avant, même je crois encore aujourd'hui, on a des programmes scolaires, on a des façons de penser qui sont globales, on essaye justement de faire rentrer les étudiants, de leur faire adopter cette manière de penser. Vous êtes dans une logique totalement différente. On travaille beaucoup sur la modularité des programmes et pourquoi rentrer tous au mois de septembre, pourquoi faire un programme d'1 an sans interruption, alors que la vie nous amène à avoir d'autres activités, d'autres envies, d'autres passions. Enfin, je traîne nos étudiants sur leur passion aussi, parce que du coup c'est un driver très fort effectivement de leur capacité à apprendre. Donc on essaye de travailler aujourd'hui sur des programmes beaucoup plus courts, qui peuvent s'emboîter avec une logique de certificat, un peu la logique de Lego, où je vais prendre à un moment ou à un autre un certificat de compétence, je vais peut-être m'arrêter, puis je vais peut-être plus tard reprendre d'autres briques de Lego. Donc ça c'est une transformation majeure effectivement d'un process qui est en général bien rodé. Je commence en septembre et j'ai un diplôme à la fin. On essaie beaucoup de travailler sur leur réputation, avec du feedback permanent. Avec Frédéric tout à l'heure, d'une mise en situation qu'on propose à nos étudiants de master spécialisés. Leur premier semestre, habituellement, c'était un semestre de cours de base sur le management. Là, ils n'ont pas du tout ça. On les met tout de suite en mode projet, avec une vraie entreprise qui leur donne une problématique. Et pendant 3 mois, ils doivent aller chercher les connaissances et les cours qui sont utiles pour résoudre la problématique donnée par l'entreprise. Alors, ça change complètement la dynamique. Là aussi, évidemment, il y a des suivis à la fois techno et humains. Et ça répond à un besoin fondamental aujourd'hui. Un recruteur me disait il n'y a pas très longtemps, ce qui nous intéresse aujourd'hui quand on recrute un jeune, c'est pas ce qu'il sait, c'est sa capacité à aller chercher ou à créer ce qu'il ne sait pas. Donc vous voyez bien que nos processus, nos programmes, nos programmes bien rodés doivent complètement être bouleversés par rapport à ça. Donc c'est un vrai challenge pour nous en interne, évidemment. Parce que c'est vrai, une dimension qui a beaucoup changé avec le numérique, c'est qu'avant les professeurs, c'est eux qui détenaient le savoir. Maintenant, avec Internet, on a accès au savoir de l'humanité en quelques clics, donc c'est vrai qu'il faut changer aussi de façon là. Monsieur Morgeau, vous preniez des notes tout à l'heure sur l'aspect du numérique. Comment ça se passe chez Biomérieux? Alors, je dirais que nous, le numérique, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Dans notre métier, les laboratoires, nos clients, les laboratoires d'analyse médicale, font face à des problèmes de main-d'œuvre. Et notamment, une façon de les aider, c'est de davantage automatiser, notamment automatiser des lectures d'images qui sont difficiles à faire. Donc on fait appel à de l'intelligence artificielle pour faire ça. Et puis on utilise aussi la donnée pour caractériser ce qu'on appelle notre souchothèque. On a une bibliothèque de plus de 80 000 souches bactériennes qui est la base de tout ce qu'on fait pour développer nos produits. Et pour caractériser ces souches, on a besoin de big data, de séquençage, etc. Les deux niveaux d'utilisation que l'on va aller chercher dans le futur, c'est d'abord un niveau d'interconnectivité, parce qu'on imagine l'hôpital qui est aujourd'hui un lieu assez unique où finalement on a à la fois le laboratoire, les médecins, etc., vers quelque chose qui va beaucoup plus s'éclater. Ça va plutôt être un réseau de soins qui va être géré par l'hôpital. Et donc là où le test se faisait uniquement dans le laboratoire, il va pouvoir se faire un peu partout. Donc toujours dans le laboratoire, mais potentiellement même chez le patient, à la maison, j'ai envie de dire, dans des services décentralisés, des choses comme ça. Donc pour le ciment à toutes ces informations, c'est l'interconnectivité, et donc il faut travailler sur ces aspects. La troisième couche, finalement, c'est ce qu'on appelle le diagnostic augmenté. Aujourd'hui, on est capable de donner un résultat pour un patient avec le micro-organisme qui l'infecte. Mais dans le futur, ce qu'on imagine, c'est qu'on a aujourd'hui une base, ce qu'on appelle une base installée de système, nos instruments dans le monde, on en a 90 000, plus de 90 000. Et finalement, c'est une source d'informations extrêmement riche, parce que tous les jours, ils génèrent des résultats, et ces résultats, finalement, donnent une photo assez fidèle de comment évoluent ces micro-organismes et ces pathogènes. Donc, réussir à donner un résultat, non pas uniquement du patient, mais de ce patient dans un environnement épidémiologique donné, peut avoir beaucoup de valeur, et donc on s'intéresse à tous ces aspects. Il y a aussi une logique de personnalisation, au cas par cas, avec la précision, avec le paramètre des données.
Alors, monsieur Taral, spontanément, donc, je rappelle la CARAC étant une mutuelle avec des logiques mutualistes, intelligence artificielle, big data, ça ne vous concerne pas tout ça? Le big data, si, je pense qu'on va aussi chercher des données de temps en temps. L'intelligence artificielle, non, je dirais pas ça. On utilise, nous, la digitalisation est en marche chez nous, hein, donc dans les relations clients, bien sûr, on l'utilise aussi beaucoup dans la gestion d'actifs, hein, ça c'est clair. Nos gestionnaires d'actifs sont assez utilisent beaucoup les bases de données, effectivement. Moi, j'ai un petit souci avec la digitalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense quand même qu'elle est nécessaire. Mais j'ai toujours un exemple en tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes qui disent quand même qu'il y a des domaines dans lesquels on va sans doute trop vite, et en particulier dans le domaine qui nous concerne, le domaine financier. En général, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui effectivement effectuent des transactions boursières à plusieurs millions par seconde. Hein, donc aujourd'hui, et c'est ce qui peut poser des soucis, c'est que ces transactions numériques, elles sont faites aujourd'hui en méconnaissant totalement la réalité du terrain, la réalité économique, le sens, la valeur économique qui est derrière. Et certains économistes disent que c'est quand même cette bulle qui se crée là, elle est peut-être la chose d'une crise mondiale qui pourrait être sans précédent. Mais quand je dis sans précédent, certains disent que 2008 à côté, ça serait véritable. D'autant plus qu'en 2008, on avait les armes pour y répondre, et qu'aujourd'hui, on les a plus. Donc, nous, c'est un enjeu pour nous, la digitalisation, mais plus en termes de relations, de facilitation avec nos adhérents, et bien sûr en termes de métier. Mais on croit plus à l'homme. Nous formons nos employés beaucoup au-delà, 3-4 fois au-delà des taux qui sont demandés, si vous voulez, qui sont exigés par la réglementation. Et on a finalement les réglementations qui s'appliquent à nous, qui sont de plus en plus contraignantes, de plus en plus précises, qui s'appliquent à nous, petites mutuelles, hein, parce que nous sommes une petite mutuelle, même si nous gérons 13 milliards d'actifs aujourd'hui, nous sommes une petite mutuelle dans ce monde-là, et un petit organisme. Et même nous avons des mêmes réglementations s'appliquent à nous, aux grandes compagnies d'assurance, aux banques, c'est exactement les mêmes. Hein. Et alors elles sont, nous évoluons dans un monde en perpétuel mouvement, des réglementations de plus en plus contraignantes, mais finalement ce qu'on essaie c'est de le positiver et de se dire que finalement ces réglementations nous obligent à l'excellence. Et c'est pour ça que je crois plus moi en l'homme, donc dans nos collaborateurs si vous voulez, donc, et toujours ce que je disais tout à l'heure, dans la perspective pour aller d'un contrepoids si vous voulez un peu à une digitalisation un peu forcenée, c'est ce que moi, contrairement à ça, c'est la proximité, le conseil, l'accompagnement des gens dans leur choix. C'est simplement un accompagnement un peu différent du sens que lui donne M. Pitt, je pense. Et par exemple, nous avons un réseau d'agences en France, nous avons 55 agences à peu près en France, beaucoup aujourd'hui d'organismes les ferment, nous on est en train de réfléchir très activement à ce qu'elles seront dans 10 ou 20 ans, à les préparer sans doute, à les transformer en lieu de vie, mais on croit beaucoup en ce réseau. Même si aujourd'hui on peut effectivement signer un contrat à distance, quoique dans l'épargne, on a un devoir de conseil auprès des gens auxquels on ne peut pas se soustraire. Donc, mais je crois beaucoup, moi. Alors demain, les gens ne viendront pas dans nos agences comme ils viennent aujourd'hui, mais j'espère qu'ils continueront à y venir pour d'autres raisons. Et là, on est en train de beaucoup travailler là-dessus. C'est intéressant, vous avez dit effectivement un devoir d'excellence, un devoir de conseil. Est-ce que vous améliorez justement ce devoir, enfin, vous atteignez, on va dire, votre objectif grâce à la technologie, ou est-ce que c'est à l'humain au final? Non, c'est plus l'humain pour l'instant chez nous encore. Même si la technologie nous permet bien des choses, nous permet d'avoir des contacts, par exemple, plus faciles qu'on avait par le passé, hein, c'est avec des prospects, par exemple. Hein, donc, la technologie nous permet beaucoup de choses. Elle permet à des gens, effectivement, aujourd'hui, à des adhérents de gérer eux-mêmes leur épargne à distance, si vous voulez. Donc ça permet un certain nombre de choses. Mais on est toujours très attaché au côté humain. Toujours au côté humain, donc à cette proximité, donc avec... et on est aussi au carrefour de différents mondes, si vous voulez. Hein, et en particulier d'un monde dans lequel on est engagé depuis une dizaine d'années, qui est le monde de l'économie sociale et solidaire, hein, auquel on participe beaucoup. On a aussi des produits qui sont des produits solidaires dans nos produits d'épargne. Et donc on croit beaucoup aux engagements qu'on a. Et nous avons des engagements qui vont, je crois, ont un sens pour les nouvelles générations.
dans l'économie sociale et solidaire, justement, dont je parlais aussi, là, en termes d'entraide familiale, d'entraide générationnelle aussi, parce qu'on a aussi des produits qui permettent aussi cette entraide, et aussi en faveur du handicap, par exemple. Merci. Alors peut-être Monsieur Stork, effectivement, pour compléter et boucler la boucle sur le numérique, comment ça se passe justement pour un acteur comme la CNR? Puisque alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle les villes intelligentes, les smart grids, dont l'intelligence artificielle et les big data, sur lesquels s'appuient normalement les smart grids et la smart city. Mais comment ça se passe concrètement dans votre entreprise? Alors concrètement, donc CNR est un acteur historique, plus vieux que EDF, mais on est redevenu producteur indépendant seulement dans les débuts des années 2000. Et il a fallu du jour au lendemain qu'on se réapproprie le Rhône en termes de prévision, d'apport d'eau dans le Rhône, ses affluents, etc. Donc il a fallu qu'on se mette à la météo. Donc on a démarré en achetant de la prévision Météo France, qui était la seule donnée d'entrée disponible. Et en gros, d'un jour sur l'autre, on se trompait d'à peu près 10% sur la quantité d'énergie que le Rhône allait réellement produire. Ce qui est énorme à l'échelle de... Ce qui est énorme, puisqu'en fait le Rhône, c'est 3 à 4% de la consommation nationale, donc se tromper de 10% tous les jours, c'est pas anodin. Et donc on s'est mis à développer des méthodes de prévision, en s'inspirant de ce que faisaient déjà d'autres producteurs, mais en ayant finalement que le Rhône et pas du tout de thermique. Et on s'est vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'on avait une énergie météorologique, et la météo, tout le monde sait qu'à quelques jours, finalement, on passe son temps à se tromper. Et donc on a développé beaucoup de méthodes, d'outils innovants, qui nous permettent aujourd'hui d'être à moins de 3% d'erreur, ce qui reste encore beaucoup. Et on voit que depuis quelques années, le seul moyen de progresser, c'est justement d'intégrer de l'intelligence artificielle dans nos méthodes de décision, notamment en s'appuyant sur un très grand nombre de modèles météorologiques par le monde. Donc il y a celui Météo France, mais il y a celui des Italiens, des Allemands, des Américains, etc. Donc ce sont des sources d'informations très importantes. Et elles sont en telle quantité que finalement, elles sont déjà plus accessibles à l'esprit humain. Un peu comme voilà, quand un médecin veut faire un diagnostic compliqué, s'appuyer sur ce que vous disiez, des données qui viennent d'ailleurs, ça a beaucoup de valeur. Et donc on a introduit déjà depuis plusieurs années de l'intelligence artificielle dans certaines prévisions de débit, d'affluents. Prévoir par exemple ce que les Suisses vont faire à l'entrée du Rhône. Il ne suffit pas d'avoir des observations, parce qu'il y a du comportement humain derrière. Et donc on voit que l'apprentissage par un réseau de neurones apporte beaucoup dans ce contexte-là. Donc la multiplication des sources, des données d'entrée, finalement, rend intéressant, rend utile, voire nécessaire, une certaine dose d'intelligence artificielle, mais toujours sous contrôle de l'expert. Finalement, ça lui permet de dégager du temps, pouvoir faire un diagnostic plus fin, plus précis. Et ça, c'est un mouvement qui va se continuer. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est que les énergies renouvelables météorologiques, donc eau, vent, soleil, sont intermittentes par nature. Et donc, on fait le pari, nous, qu'on peut continuer à développer notre entreprise uniquement avec ces trois énergies. On n'a pas besoin d'aller sur de la biomasse, sur de la géothermie, qui sont des énergies renouvelables aussi, mais qui sont contrôlables. On veut rester sur ces trois-là, parce que notre savoir-faire, c'est la prévision météo, et c'est leur valorisation sur les marchés gros d'électricité européens. Donc on n'a pas de flexibilité sur la production. Et ce que va permettre, vous parlez de smart grid, ce que vont permettre ces réseaux intelligents, c'est justement d'aller utiliser de la flexibilité plutôt du côté de la consommation, du côté du consommateur. Beaucoup de consommations aujourd'hui sont flexibles, mais elles ne le savent pas, en tout cas ceux qui les utilisent. Et donc il y a un enjeu phénoménal qui est d'aller rendre finalement des usages pilotables, sans changer l'usage, sans pénaliser l'utilisateur final. On ne change pas son processus industriel, on ne va pas changer son confort, etc. Mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites en allant finalement adapter l'usage à l'intermittence côté production. Donc ça, c'est un grand changement de paradigme. On a tous l'habitude d'appuyer sur un bouton et puis ça fonctionne. Il y a des tas de choses. Un congélateur, il peut éventuellement démarrer son fonctionnement un peu plus tôt, un peu plus tard, en fonction de la disponibilité des énergies ou en fonction de leur prix, ce qui revient un petit peu au même. Le chauffe-eau, c'est pareil. La batterie d'une voiture électrique, quand on la recharge, si on peut moduler la puissance, l'essentiel c'est que la batterie soit pleine le lendemain matin quand on veut de nouveau s'en servir. Et donc cette flexibilité du côté aval, c'est pour nous un gisement très important que l'on va mettre en regard de l'intermittence de la production pour développer des synergies
et donc améliorer le bilan de ces énergies renouvelables que l'on développe, qui coûtent cher. Donc si on est capable d'en disposer, de capter cette énergie, encore faut-il ne pas en perdre. Donc pilotage de la flexibilité, côté consommation, puis également le stockage de cette énergie. Aujourd'hui, le réseau électrique ne sait pas stocker l'électricité parce que c'est très cher. Mais comme je disais tout à l'heure, le développement de moyens comme des batteries stationnaires ou bien de l'hydrogène ou de la voiture électrique, c'est finalement une grosse batterie, un ensemble de batteries qui roule. Tout ça va être rendu possible par ces réseaux intelligents qui viennent superposer des couches de communication aux couches purement réseau électrique. Et donc, du moment où on rentre dans les technologies de la communication, on le voit chacun avec le smartphone, avec Internet, on a accès à un coût qui devient de plus en plus marginal, à des technologies qui permettent de remonter de l'information et ensuite de faire du pilotage. Et donc, pour illustrer finalement ce changement de positionnement au service du développement des énergies renouvelables, nous travaillons également de plus en plus avec des tiers. On n'est pas juste une entreprise autosuffisante, on va chercher de la compétence sur ces champs-là, auprès de laboratoires de recherche, mais également auprès de start-up. Et tout à l'heure, vous aurez le président de Be Bright, Patrick Le Guillet, qui fera une intervention sur l'intelligence artificielle au service de l'énergie. Donc nous avons fait un partenariat cet été pour aller justement accélérer notre innovation et accélérer cette recherche de flexibilité au service de l'énergie. Donc en fait, dans la logique de la Smart Grid, ce que j'entends aussi, c'est que nous, consommateurs, nous allons devenir acteurs aussi du réseau et du système. Et justement, vous avez tous, effectivement, vous êtes des acteurs au profil tous différents. Gustave, vous avez commencé à parler de cette notion, mais il y a un point commun, que ce soit vos adhérents, les territoires que vous accompagnez, qui sont au final des hommes, des étudiants ou des patients, c'est l'humain, justement. Et on sait à côté de ça que la société civile, le citoyen, cherche à avoir de plus en plus de poids et de plus en plus de paroles, du moins que sa parole se fasse entendre. On voit tout un tas de coopérations qui se montent maintenant. Il y a également des mouvements contestataires, pour citer les Gilets jaunes, parce que c'est actuellement c'est l'actualité. Comment est-ce que le citoyen, quel rôle vous donnez au citoyen dans justement vos pratiques, et est-ce que son rôle sera plus important dans l'avenir? On peut imaginer une sorte de partenariat en fait. Je peux répondre un peu spontanément avec une notion qui me tient à cœur, c'est la notion de responsabilité, de responsabilisation. On veut aider à développer des managers dits responsables, des citoyens d'ailleurs dits responsables. Alors le mot responsable est intéressant parce qu'il a une double traduction en anglais. Il a à la fois la traduction d'empowerment, c'est-à-dire de donner de l'initiative, par exemple pour des étudiants, de leur permettre de prendre en charge leur propre parcours, ou de créer des projets, ou d'avoir des idées et des initiatives qu'ils peuvent porter. Donc on les rend responsables, on les implique, et on sait que c'est un facteur essentiel dans l'apprentissage. J'apprends mieux quand je comprends et quand j'ai une place qui m'est réservée dans ce que je fais. Mais la deuxième notion importante derrière la notion de responsabilité, c'est la notion de accountability en anglais, c'est-à-dire je dois rendre des comptes aussi quelque part. Donc droit et devoir. Et au-delà des grands mots du manager responsable, etc., nous, ce qu'on essaye modestement de faire, c'est, y compris notamment par rapport aux technologies, les technologies permettent des zones d'initiative et de projets extraordinaires. Donc évidemment, on laisse et on aide nos étudiants à utiliser les technologies. Donc on n'est plus dans le paradigme qui était encore celui d'il y a quelques années où fermez vos ordinateurs et écoutez-moi, ça c'est fini, au contraire, c'est ouvrez vos ordinateurs et on va utiliser toute cette masse d'informations. Mais en même temps, en quoi on est responsable dans la diffusion de cette information, dans la qualification de cette information, dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc on les forme à l'éthique, on les forme au questionnement, on les forme à la réflexion sur les impacts. Et ça commence souvent par des choses assez simples, qui sont par beaucoup de savoir et de savoir-faire. Moi je constate que le digital est une source de re-questionnement du savoir-être, par exemple, c'est-à-dire la simple bonne éducation qui fait qu'à un moment ou à un autre, quand quelqu'un parle ou qu'il y a un groupe de travail, je vais peut-être avoir une utilisation pas ostensible de mon téléphone ou de mon ordinateur. Et donc quand on se comporte dans un groupe qui est à la fois fait d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle ou digitale. Voilà, donc ça nous permet aussi de revenir sur des notions de ce type-là, qui me semblent à mon avis essentielles très concrètement pour aborder cette notion de responsabilité. Et justement sur le changement de paradigme, les étudiants que vous avez ont été éduqués, on va dire, par les générations d'avant, avec leur modèle d'avant. C'est dur ce changement de paradigme pour les étudiants ou ça se fait naturellement? Alors ce qu'on peut observer de l'expérience, c'est un bouleversement vraiment total dans les toutes dernières années, depuis 5 ans. C'est-à-dire que l'éducation est finalement un monde qui a assez peu évolué. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, vous preniez un cours de droit, un cours de physique, un cours de gestion, un cours de compta, c'était globalement toujours la même chose. Là, on peut dire que vraiment, depuis 5 ans, à la fois, bien évidemment, les technologies ont évolué, mais
je dirais, les modes de consommation des participants, étudiants, jeunes ou moins jeunes, ont aussi évolué. C'est quand même vraiment très compliqué aujourd'hui de rester 3 heures à écouter quelqu'un parler. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on imagine effectivement des démarches actives, sans oublier quand même l'attention, la concentration. On doit aussi apprendre à pouvoir se concentrer, ce qu'ils ont parfois un peu perdu. Donc on peut constater de façon très générale, parce que vous savez, les nouvelles générations, c'est un peu la courbe de Gauss. Hein. Vous avez les très tech, très en avance, vous avez les très retardés, entre guillemets, et c'est assez intéressant de voir des jeunes de 20 ans qui finalement ont une utilisation très très faible, une conscience très faible du digital. Puis vous avez toute la courbe de Gauss au milieu, qu'il faut effectivement aider, former, accompagner, voilà, je le dis quand même, en tout cas travailler avec eux sur ces aspects-là. Donc on a des populations très très variables et on ne croit pas beaucoup à la dimension uniquement générationnelle. Je pense que c'est l'environnement qui est X, Y ou Z comme vous voulez, mais ce n'est pas les individus. Vous trouvez des individus, vous écoutez parler Michel Serres, vous verrez quelqu'un qui est curieux, qui est éveillé, qui est en questionnement permanent. Et je peux vous dire que j'ai ce nombre d'étudiants qui sont des antipodes de ça. Donc méfions-nous des généralisations sur les générations. Monsieur Morgeau, alors du coup, pour Biomervieux, le patient, comment est-ce qu'il peut s'impliquer? Parce que le patient ne connaît rien au final à toutes les pathologies, les maladies infectieuses. Quelle place a lui donné? Alors je confirme qu'on est encore assez loin du patient. Je me défie quelqu'un dans la salle de citer un produit Biomervieux. Je pense pas que vous connaîtrez. En fait, ce qui est un peu paradoxal avec le diagnostic, c'est que c'est une toute petite part des dépenses de santé. On estime que c'est 2 à 3% des dépenses de santé. En revanche, ça va guider 60 à 70% des décisions médicales. Donc aujourd'hui, nous, cette transition vers le patient, elle est avant tout une transition vers le médecin. On avait traditionnellement l'habitude de davantage discuter avec le laboratoire, mais de plus en plus, la discussion, elle devient tripartite avec le laboratoire, mais aussi les cliniciens, les spécialistes de chaque maladie, parce que ce sont eux les sachants sur chaque domaine, mais une fois qu'on a dit ça, on se projette quand même dans une vision où le patient va être de plus en plus acteur de sa propre santé. On n'y est pas encore, très clairement. Et comment, si vous avez des exemples d'acteurs de sa santé, si par exemple il fera ses tests lui-même de température, alors, s'y connecter, ça? On peut imaginer en effet, j'évoquais tout à l'heure, potentiellement avoir des tests à domicile, ça peut être une voie, mais de plus en plus, je crois que le patient a envie d'être aussi un peu un prescripteur, c'est-à-dire qu'il se renseigne, il ouvre son ordinateur et il voit ce qu'on peut trouver sur chaque maladie, et finalement, on se rend compte que le patient est capable d'aller assez loin par ce driver de la passion que vous avez évoqué, hein, il est le premier concerné, donc il a envie de comprendre ce qui lui arrive, et par conséquent, il va aller chercher toute l'information nécessaire. Et il peut demander à son médecin, mais pourquoi je n'ai pas tel test ou tel test, et pourquoi vous m'orientez dans cette direction? Donc en fait, notre société, idéalement, va passer dans une logique de prévention plutôt que dans une logique curative, surtout en France actuellement, on est vraiment dans cette... Alors, ça serait l'idéal, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de maladies, notamment chroniques, sur lesquelles on est assez peu présent. On est plutôt sur les maladies infectieuses, donc qui ont un côté aigu, mais sur les maladies chroniques, en effet, si on peut réussir à prévoir et à anticiper, ce sont des économies de santé pour les systèmes de santé au sens général. Et après, il faut réussir à trouver cet équilibre entre justement l'aspect prévention et puis l'aspect aigu, où parfois, dans le cas d'une attaque cardiaque ou d'une infection bactérienne aiguë, il faut pouvoir réagir vite. Et là, on peut peut-être réussir à trouver des signes avant-coureurs qui vont être monitorés à la maison, mais qui vont déclencher l'arrivée du patient dans un service d'urgence plus tôt qu'aujourd'hui, et donc une meilleure prise en charge. Et là aussi, ça devra passer par un changement de paradigme, mais un accompagnement justement des patients pour changer ces habitudes qui parfois sont mauvaises. Alors oui et non, parce que je crois que la capacité de la population à adopter des nouvelles technologies est beaucoup plus rapide que ce qu'on peut estimer. Quand on regarde le temps qu'a pris le déploiement du téléphone versus le temps qui a été nécessaire pour avoir 50 millions d'utilisateurs d'Angry Birds, on est sur 2 ou 3 logs de différence. Et du coup, cette capacité à aller chercher de l'information médicale, à adopter une balance qui va, alors bien sûr, donner le poids, mais qui va aussi donner le rythme cardiaque, et donc suivre des paramètres physiologiques, peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer ou anticiper.
D'accord, merci. Monsieur Storck, l'accompagnement, alors c'est difficile, vous accompagnez des territoires, c'est un ensemble de population. Comment ça se passe justement, la place du citoyen ou la place des territoires? Effectivement, un territoire, c'est un ensemble de citoyens, des collectivités, des entreprises. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une volonté naissante en France, c'est un phénomène assez nouveau, de savoir finalement d'où provient l'énergie. On l'a vu, il y a eu un article récent de Greenpeace sur l'électricité verte, qui a fait un peu la lumière finalement sur des pratiques qui sont historiques, qui convenaient bien jusqu'à présent, en tout cas en France, montrant que finalement, quand on pense consommer l'électricité verte, en réalité, c'est de l'électricité qui provient du mix. Donc on ne sait pas à l'instant où on consomme de quoi est composé ce mix. Et puis on dit que c'est vert en achetant un certificat, la plupart du temps qui vient de Norvège, parce que les Norvégiens produisent de l'hydroélectricité en abondance. On marie les deux, puis on dit que vous consommez du vert. Et en fait, on se rend compte que, notamment au niveau des territoires, il y a une volonté d'aller vers autre chose, vers quelque chose de plus fin. Un peu à l'image de... On voudrait passer du bio à du circuit court, à du local. Parce que le bio, on peut acheter des kiwis bio qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et quand on fait ensuite le raisonnement de bilan carbone, on n'est pas tout à fait satisfait. Donc l'idée c'est, mais ça c'est un constat, hein, c'est pas nous qui le disons, c'est que beaucoup de territoires qui se sont mis dans une logique de territoire à énergie positive pour la croissance verte, le fameux TEPOS, de consommer mieux, plutôt local, quand c'est possible. Ça veut dire aider des acteurs locaux, ça veut dire aider des entreprises locales et donc créer de l'emploi localement. C'est aussi un peu le propre de ces énergies renouvelables, c'est que comme elles sont décentralisées, on sort un peu du paradigme, mais qu'il ne faut pas éliminer encore une fois, parce que c'est un atout pour la France, des très grosses unités de production, nucléaire, hydraulique, le réseau, et faire un accompagnement avec des choses qui sont plus locales, qui vont finalement terminer la ramification. Et c'est très intéressant parce que CNR, historiquement, je disais tout à l'heure, on est redevenu un acteur indépendant de l'électricité, finalement on n'avait pas de clients. Historiquement, c'était les clients d'EDF. Donc on s'est dit, on va utiliser le marché gros de l'électricité, les bourses européennes de l'électricité. Et on est toujours encore sur ce modèle-là. Mais on voit bien qu'avec cette transition énergétique, comme on est un acteur très territorial, avec 19 usines réparties le long du Rhône, finalement les communes, les citoyens nous disent « mais pourquoi je ne peux pas acheter votre électricité? Moi, elle m'intéresse, elle est locale. Je connais les gens qui y travaillent, je sais que vous faites travailler des milliers de personnes dans la vallée, j'aurais envie de vous acheter votre électricité. » Donc on est en train de changer là aussi le positionnement, qu'on n'avait pas anticipé il y a quelques années, pour essayer de se rapprocher de ce besoin et d'être capable de commercialiser un produit local, en certifiant que c'est bien du local, même si ça passe par le réseau. Et on a fait un travail très intéressant, qui a été clôturé la semaine dernière avec le Lyon, dont on est partenaire, c'est qu'on a demandé à des étudiants, donc des jeunes, qui raisonnent par défaut pas comme nous, de se projeter en disant vous, l'intérêt de consommer de l'électricité verte locale, comment est-ce que vous le formuleriez? Et ils ont abouti à un concept d'énergie d'origine garantie, un peu le label rouge de l'électricité, avec on voit des idées pour finalement parvenir à développer ça sans faire fi de l'ancien monde, le réseau qui est quand même fournir la plupart de l'énergie dans les années qui viennent, mais c'est une façon d'accompagner cette transition énergétique de la manière la plus locale possible, la plus territorialisée possible, et donc c'est une source de synergie entre les entreprises comme nous qui n'avons pas de clients, et puis ces territoires qui ont des demandes, et donc c'est une autre façon d'apprendre à travailler ensemble, d'apprendre à répondre à ce besoin. Monsieur Taral, on a bien compris justement l'humain a une place prépondérante depuis toujours dans votre mutuelle à la Carac. Et ce qui est intéressant, c'est que la Carac a 95 ans, vous disiez, et pourtant l'économie sociale et solidaire est une de vos valeurs. Vous étiez un des pionniers, justement, sur ces débats. Nous avons été un des pionniers en développant, il y a déjà une dizaine d'années, des produits solidaires, c'est-à-dire des produits qui permettent à nos épargnants de donner un sens à leur épargne en abandonnant un petit pourcentage, en l'occurrence c'est 1% de leur épargne, au profit d'associations qui sont nos partenaires. Nous en avons 5 aujourd'hui, dans des domaines très variés, qui sont le soutien, enfin je veux dire, la réalisation des rêves d'enfants, comme l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. Enfin, il y a 4 ou 5 associations comme ça, 5 associations très exactement, que nous soutenons et que nos épargnants nous soutiennent aussi.
travers. Alors ça a été la première démarche, et ensuite on est très impliqué dans le monde, effectivement, de l'épargne solidaire. Nous sommes membres de Finansol, nous avons qui finance, organisme qui finance l'épargne sociale et solidaire, les projets d'épargne sociale et solidaire. Nous sommes membres du Conseil national d'économie sociale et solidaire, donc de temps en temps je suis amené à remettre des prix au cours de la semaine de l'économie sociale et solidaire. Donc on est très impliqué dans ce monde-là, et on croit beaucoup que, nous pensons-nous que ça n'est pas forcément l'avenir exclusivement composé d'épargne de l'économie sociale et solidaire, mais que c'est une alternative tout à fait crédible à l'économie classique, et que les deux peuvent très bien fonctionner de pair. Mais c'est intéressant parce qu'on va avoir une présentation de l'économie sociale et solidaire juste après, comme quoi les choses sont bien faites. Alors juste peut-être avant de faire un tour de questions au public, rapidement, alors c'est intéressant, parce que quand on a échangé justement, je vous ai demandé à quoi ressemblera le monde en 2050. Et chacun, vous m'avez dit que c'était assez difficile de vous positionner. On comprend pourquoi on en a débattu ce matin. Mais rapidement, pour conclure, de votre point de vue, avec vos casquettes, votre expérience, à quoi ressemblera la génération 2050 de votre point de vue? Ou idéalement, à quoi souhaiteriez-vous qu'elle ressemble? Monsieur Mangeot, donc, en effet, pas évident de se projeter. Moi, mes filles auront 35-40 ans. Ce que j'aimerais leur laisser, c'est un monde dans lequel les antibiotiques continuent de fonctionner et dans lesquels il n'y a plus de patients qui meurent à cause de maladies infectieuses. Alors c'est très ambitieux, je ne pense pas qu'on y arrivera, mais si on a fait des progrès dans cette direction-là, je pense que notre mission sera faite. Donc une génération en bonne santé en 2050. Monsieur Pic? Alors nous, je réponds à votre question au travers d'un projet qui nous anime actuellement, qui est la réflexion sur un futur site. Je ne parle pas de campus, qui aura lieu, donc il va ouvrir en 2020 à Gerland, et qui nous pose la question de ça veut dire quoi venir dans un site de formation en 2030, 40 ou 50, et donc c'est quoi le profil d'un apprenant à 30 ans. Alors évidemment, on ne sait pas répondre à ça, mais c'est pour ça qu'on a aussi planifié le nom de campus. On ne veut pas reproduire ce qui existe actuellement, mais penser un espace de flux, un espace d'hybridation, un espace où l'entreprise, les startups, les diplômés, les étudiants, la ville peuvent se croiser, peuvent interagir, peuvent travailler ensemble d'une façon flexible et permanente, et ce site étant un lieu de passage, sachant que les relations doivent pouvoir se poursuivre ailleurs de façon, pourquoi pas, digitale aussi. Donc, dans cette réflexion sur notre futur site, quelque part, c'est l'idée d'une école ouverte, c'est l'idée évidemment de former des gens qui sont tolérants à l'autre, tolérants à la diversité, ouverts aux opportunités, et à la fois avec de la réflexion et du discernement. C'est un beau challenge. D'accord, donc une génération ouverte et capable de discernement. Merci, M. Stark. Alors l'énergie, c'est le moteur de toute chose. Donc en se projetant à 2050, et puis je parlerai après de la génération 2050, nous ce qu'on aimerait réussir à faire, c'est finalement, par rapport à la valorisation de ces énergies locales, c'est réussir finalement à répliquer le modèle. Et le répliquer un peu partout dans le monde, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de pétrole, il y a encore beaucoup de gaz, ce sont des énergies abondantes et pas chères pour les services qu'elles rendent, donc la tentation, ça va être de poursuivre la croissance en les utilisant, comme finalement nous l'avons fait pendant des décennies. Donc il y a un véritable enjeu à réussir à exporter le plus rapidement possible un modèle efficace, efficient de ces énergies renouvelables, à exporter aussi en tant qu'aménageur du territoire et gestionnaire du Rhône ce que l'on fait pour ce fleuve, qui est, comme je disais tout à l'heure, menacé par le réchauffement climatique, mais d'autres seront encore plus menacés ailleurs sur la planète. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place l'initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui vise à partir du Rhône et de l'expérience de grands gestionnaires de fleuves partout dans le monde, à finalement se préoccuper de l'avenir de ces fleuves, non seulement d'un point de vue énergétique, mais aussi du point de vue de tout ce qu'un fleuve permet. C'est la ressource en eau potable, c'est l'irrigation, c'est donc l'agriculture, etc., les transports. Et donc voilà, l'idée pour nous, c'est finalement de rester une entreprise innovante au service des énergies renouvelables, mais de réussir à exporter ce que l'on espère bien faire sur le Rhône à partir des grands fleuves dans le monde, et donc en poussant également l'éolien et le solaire. Après, il y a la génération 2050. Donc on se rend compte qu'on est une entreprise assez ancienne, on va dire. On a fêté nos 80 ans il n'y a pas très longtemps. On a besoin de s'ouvrir beaucoup plus à l'extérieur, donc comme je disais, de travailler avec des startups, mais c'est aussi recruter des talents, recruter des profils qu'on n'avait absolument pas il y a encore 5 ans. Et
Donc, faute de pouvoir se projeter, c'est sans doute une question d'âge déjà, mais je dirais qu'on constate qu'il faut leur donner envie. Effectivement, ils viennent chercher, comme pour une formation, ils viennent dans une entreprise pour des choses très différentes de ce pourquoi moi personnellement j'y étais rentré. Et le principal moteur, c'est l'envie. L'envie de faire des choses justement par rapport au réchauffement climatique, par rapport au développement des énergies, tout ça de manière efficiente. Donc on essaye de se donner les moyens de leur donner envie. D'accord, donc une génération qui aura envie et qui sera actrice justement de son environnement de société. Monsieur Taral, génération 2050 ? Pour nous, c'est un peu plus... Du point de vue du métier, c'est compliqué, hein, vous avez cru comprendre, donc on ne sait pas très bien de ce point de vue-là. Moi, à titre personnel, et puis je ne sais pas ce que sera la Carac non plus. À titre personnel, je dis ce que je souhaite. Moi, c'est un monde qui soit un monde dans lequel chacun puisse vivre de ses ressources convenablement. Si on emploie aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera demain, je ne sais pas, mais puisse vivre convenablement, sans ostentation, enfin en étant... et puis dans un monde, surtout, dans un monde qui soit à la fois apaisé, et puis et qui soit... qu'on est régulé du point de vue environnement. Je crois que c'est un souhait qu'on partage tous, hein, donc de toute façon. Nous avons aussi un souci, c'est celui petit à petit, effectivement, d'impliquer nous aussi nos adhérents, nos participants, donc en termes de responsabilité, comme l'a défini M. Pic tout à l'heure. Effectivement, ils ne peuvent pas influer sur les choix de placement, mais ils peuvent très bien faire des choix à l'intérieur des produits qu'on leur propose, et ça leur permet d'être plus responsables, effectivement, au vrai sens du terme, comme on disait tout à l'heure. Donc je crois que c'est un peu un souhait plus général que j'ai, moi, mais c'est très difficile d'appréhender dans notre métier ce que sera 2050, extrêmement difficile. En tout cas, on essaiera d'être là. Et c'est ce devoir d'excellence dont je parlais tout à l'heure, fait que on s'adapte et on fera en sorte que les gens aient le plus soient capables eux aussi de s'adapter, finalement. Bon, merci. En tout cas, nous souhaitons tous que l'avenir en 2050 soit comme ça. Chers participants, est-ce que quelqu'un souhaite éventuellement poser une question, réagir, faire part d'une expérience pour contribuer à notre échange? Alors, merci de lever la main bien haut, et je sais que ce n'est jamais facile dans ce genre d'exercice de peu. Alors, monsieur, alors on va vous apporter un micro. Merci de lever la main encore pour que... Je crois qu'elle vous a vu. Bonjour, peut-être merci de vous présenter rapidement pour qu'on sache qui vous êtes. Bonjour. Oui, bonjour, Yves Borel, Société Conseil Création Business Production. Alors, de tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort fortement, et vous allez me dire si j'ai bien perçu les choses, c'est finalement l'importance de l'humain. Voilà. Tout à fait, l'humain, effectivement, c'est revenu plusieurs fois. Messieurs, on en a déjà beaucoup parlé, est-ce que quelqu'un souhaite peut-être compléter, rebondir? Et très rapidement, on a beaucoup travaillé dans l'éducation sur l'intelligence rationnelle, celle du cerveau, hein, bien savoir, bien apprendre, etc. Derrière l'humain, je pense qu'on peut mettre effectivement de nouvelles formes d'intelligence qu'il faut réhabiliter. L'intelligence créative, artistique, l'intelligence du corps aussi. On a toujours appris qu'il fallait rester assis sagement. Alors, on sait très bien qu'on apprend mieux quand on bouge. Hein. L'intelligence relationnelle, sociale, la capacité de travailler avec d'autres, l'intelligence émotionnelle, qui est très d'actualité aujourd'hui. Donc l'humain, je pense qu'une façon de l'appréhender, c'est s'ouvrir à d'autres formes d'intelligence et du coup d'autres formes d'excellence. D'accord, l'intelligence serait de s'ouvrir à l'intelligence. Oui, monsieur, je vois que, alors, merci bien lever la main, j'ai vu une autre main là-bas, une autre main là-bas, une autre main là-bas. Bonjour. Bonjour. Je voudrais poser une question à Frédéric Storck sur déjà la réflexion et les actions qui sont envisagées pour l'irrigation. Parce que vous l'avez évoqué au tout début de votre intervention, et je crois que le problème de l'eau reste un des problèmes capitaux pour 2050. Donc qu'est-ce qui est déjà en route? Quelles sont en fait les principales voies qui peuvent permettre une maîtrise, si possible, effectivement raisonnable de cet horizon? Comment préserver l'or bleu? Alors effectivement, c'est des réflexions et des travaux qui sont en cours, notamment au sein de CNR, mais en lien avec l'agence de l'eau, en lien avec les services de l'État. Donc par rapport à cette évolution de l'eau disponible dans le Rhône, on va dire ça comme ça, il y a déjà des travaux qui visent à finalement définir les réseaux d'irrigation à l'avenir, éviter par exemple qu'on en vienne à irriguer de nouvelles surfaces qui aujourd'hui ne sont pas irriguées, en installant des stations de pompage supplémentaires dans le Rhône. Alors, c'est un peu compliqué parce que du point de vue des agriculteurs, il faudrait le faire.
Il faudrait le faire parce que dans le sud-est de la France, mais comme dans le sud-ouest, il faudrait bientôt irriguer la vigne par rapport au changement de climat. Sinon, ce sont en fait des appellations qui risquent de disparaître. Donc, il y a une tentation, c'est finalement de faire comme on faisait avant. Le réchauffement, donc davantage de besoins en eau, et donc de nouveaux réseaux d'irrigation. On a plutôt, il y a des actions par ailleurs qui visent à substituer des pompages qui se font dans la nappe du Pliocène, par exemple, qu'il faut sauvegarder pour les générations à venir pour l'eau potable. Là, on substitue à ces pompages une station de pompage qui se ferait dans le Rhône. Donc c'est le cas où il pourrait y avoir de nouveaux prélèvements dans le Rhône. Mais la base de la réflexion, c'est surtout de se dire comment est-ce qu'on peut mieux irriguer. Mieux irriguer, ça veut dire aider les agriculteurs, avec les chambres d'agriculture, la région, toutes les parties prenantes, à développer des systèmes d'irrigation qui soient plus économes. En fait, l'irrigation, il y a des très grandes parcelles, même dans l'Est lyonnais, qui sont déjà monitorées, qui embarquent aussi de l'intelligence artificielle, où on utilise des prévisions météorologiques à long terme, l'humidité des sols et l'état de maturité des cultures. Mais il y a beaucoup de travaux à développer, à mettre en place pour des petits agriculteurs, qui souvent ont une vanne sur leur terrain, et puis organisent des tours d'eau en fonction de leur disponibilité. Ils ont relativement peu de paramètres pour faire mieux. Donc, irriguer, oui, bien sûr, il faudra continuer, et le Rhône sera toujours là pour ça, mais en veillant à ce que demain, ça ne développe pas de conflit d'usage. Avec l'eau potable, notamment, ça serait dramatique. Il peut y avoir aussi des conflits d'usage avec la navigation. Alors, pas trop sur le Rhône, parce qu'avec le système d'écluses qui ont été développés, même quand il y a très peu d'eau dans le Rhône, on peut continuer à naviguer, mais on voit que déjà aujourd'hui, ce sont des questions prégnantes. Et donc, les réflexions que l'on essaye d'accompagner autour de l'irrigation, c'est d'essayer d'améliorer les systèmes, et aussi peut-être de faire en sorte qu'on ait moins besoin d'irriguer pour le même type de culture, en mettant par exemple des protections solaires sur certaines cultures, qui permettraient dans le même temps de développer du solaire photovoltaïque. Donc il y a des démonstrateurs qui commencent à sortir, notamment sur de la vigne dans le sud-ouest, où on vient piloter des panneaux au-dessus de champs de vigne notamment, pour laisser suffisamment d'éclairage pour que la plante pousse, mais tout en lui apportant un ombrage aux heures critiques. Et ces heures critiques, ça peut être 2 heures dans la journée, peut-être pas plus. Donc tout ça va faire appel, encore une fois, du numérique, de l'intelligence artificielle, à beaucoup de choses, mais voilà un peu quelques pistes par rapport à votre question. Bien, merci. Alors, désolé pour les personnes qui ont levé la main, en fait, on m'a glissé dans l'oreillette que nous n'avons pas le temps. Je vous rassure, certains intervenants sont présents à la fin de la conférence, de cette matinée. Ceux qui connaissent Acteurs d'économie savent qu'il est possible, dans un moment plus informel, de continuer effectivement les échanges. Je vous propose dans ce cas de passer à la suite, mais d'abord, je vais vous demander d'applaudir bien fort nos 4 intervenants. Merci beaucoup. Merci.